Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 1. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Fin de la fable 1. La cigale et la fourmi. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 2. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Fin de la fable 2. Le corbeau et le renard. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 3. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. » Fin de la fable 3. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 4. Les deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi, j'y tombe, et je péris. » « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Fin de la fable 4. Les deux mulets. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 5. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancres, hères et pauvres diables.
dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il. Rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, loup? Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Fin de la fable numéro 5. Le loup et le chien. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 6. La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta, et dit: nous sommes 4 à partager la proie. Puis en autant de parts, le cerf il dépeça, prit pour lui la première, en qualité de sire. Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. Fin de la fable numéro 6. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. Fable de La Fontaine, livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 7. La besace. Jupiter dit un jour: que tout ce qui respire s'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur, je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait? Moi, dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché, mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais s'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours, venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut, de sa forme il se loua très fort, glossa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censurés tous, du reste content d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils, et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain, le fabricateur souverain. Nous créa, besaciers, tout de même manière, tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui. Fin de la fable 7, la besace. Fable de La Fontaine, livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 8. L'hirondelle et les petits oiseaux.
Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages, et devant qu'ils ne fussent éclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'au temps que les chanvres se sèment, elle vit un manant en couvrir maint sillon. Ceci ne me plaît pas, dit-elle au oisillon. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui, par les airs chemine? Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle repense sera votre ruine. De là naîtront un gens à vous envelopper, et lacés pour vous attraper. Enfin, mainte à mainte machine qui causera dans la saison votre mort ou votre prison, gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient aux champs trop de quoi. Quand la chenevière fut verte, l'hirondelle leur dit « Arrachez brin à brin ce qu'a produit ce mauvais grain, ou soyez sûrs de votre perte. » Prophète des malheurs, babillard, dit-on, de bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait 1000 personnes pour éplucher tout ce canton. La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta « Ceci ne va pas bien. Mauvais grain est tôt venu. Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte, et qu'à leur blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre. Quand réjonglez tes réseaux, attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez au logis ou changez de climat, imitez le canard, la grue, la bécasse, mais vous n'êtes pas en état de passer, comme nous, les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous enfermer au trou de quelque mur. Les oisillons, là de l'entendre, se mirent à jasser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres. Mon oisillon se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. Fin de la fable 8. L'hirondelle et les petits oiseaux. Les fables de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 9. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête, pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, rase en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rôt. » « C'est assez, dit le rustique. Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » Fin de la fable numéro 9. Le rat de ville et le rat des champs. Fable de La Fontaine, livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 10. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint un jeune qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. » « Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau, je tâte encore ma mère. »
Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous me n'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Fin de la fable 10. Le loup et l'agneau. Fable de La Fontaine. Livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 11. L'homme et son image. Pour Monsieur le duc de La Rochefoucauld. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours le miroir d'être faux, vivant plus que content dans une erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Miroir dans les logis, miroir chez les marchands, miroir aux poches des galants, miroir aux ceintures de femmes. Que fait notre Narcisse? Il se va confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus de miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal formé par une source pure se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tout, et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs de nos défauts, les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des maximes. Fin de la fable 11. L'homme et son image. Fable de La Fontaine, livre premier, de Jean de La Fontaine. Fable 12. Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire, un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'empire. Un Allemand se mit à dire « Notre prince a des dépendants qui de leur chef sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. » Le Chiaoux, homme des sens, lui dit « Je sais par renommée ce que chaque électeur peut de monde fournir, et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie. J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les 100 têtes d'une hydre au travers du nez. Mon sang commence à se glacer, et je crois qu'à moins on s'effraie. Je n'en eus toutefois que la peur sans le mal. Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure, quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef, et bien plus d'une queue à passer se présente. Me voilà saisi derechef, d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe et le corps, et chaque queue aussi. Rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et du nôtre. Fin de la fable 12. Le dragon a plusieurs têtes, et le dragon a plusieurs queues. Fable de La Fontaine, livre premier de Jean de La Fontaine. Fable 13. Les voleurs et l'âne. Pour un âne enlevé, 2 voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Tandis que coups de poing trottaient, et que nos champions songeaient à se défendre, arrive un 3e larron qui saisit maître Aliboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tel ou tel prince, comme le Transylvain, le Turc ou le Hongrois. Au lieu de 2, j'en ai rencontré 3. Il est assez de cette marchandise. De nul d'eux n'est souvent la province conquise. Un carte-voleur survient qui les accorde net en se saisissant du baudet. Fin de la fable 13. Les voleurs et l'âne. La mort et le malheureux. Un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. « Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle, viens vite,
viens finir ma fortune cruelle. La mort crut en venant l'obliger en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. « Que vois-je? » cria-t-il. « Ôtez-moi cet objet, qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approche pas, ô mort, retire-toi. » Messéna fut un galant homme. Il a dit quelque part: « Qu'on me rende impotent, cul-de-jatte, goûteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive, c'est assez. Je suis plus que content. Ne viens jamais, ô mort, on t'en dit tout autant. » Fin de La mort et le malheureux, fable 15e du livre 1er des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. « C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. » Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Fin de La mort et le bûcheron, fable 16 du livre 1er des fables de La Fontaine. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Un homme de moyen âge, étirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content, et partant, de quoi choisir. Toutes voulaient lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant? Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part. L'une encore verte, et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part emportait un peu du poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avez si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu, car d'hymen point de nouvelles. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse, et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Je vous suis obligé, belle, de la leçon. » Fin de L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses, fable 17e du livre 1er des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard et la cigogne. Fable 18 du livre 1er. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne, au long bec, n'en put attraper miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment.
Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » Alors dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Fin de Le renard et la cigogne. Fable 18e du livre premier des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'enfant et le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sot la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva, dont le branchage, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école, l'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magister, se retournant, s'écrie, d'un ton fort grave à contretemps, s'avise de le tancer. « Ah, le petit babouin! Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise, et puis prenez de tels fripons le soin, que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblable canaille, qu'ils ont de maux, et que je plains leur sort. » Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Eh, mon ami, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue. Fin de L'enfant et le maître d'école. Fable 19e du livre premier des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le coq et la perle. Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. « Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil serait bien mieux mon affaire. » Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. « Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. » Fin de Le coq et la perle. Fable 20e du livre premier des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les frelons et les mouches à miel. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent. Des frelons les réclamèrent. Des abeilles s'opposant, devant certaines guêpes, on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, de couleur fort tannée, et tels que les abeilles, avaient longtemps paru. Mais quoi, dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ces raisons, fit enquête nouvelle et, pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci.
De grâce, à quoi bon tout ceci? Dit une abeille fort prudente. Depuis tantôt 6 mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a-t-il point assez léché l'ours? Sans tant de contredits et d'interlocutoires, et de fatras et de grimoires, travaillons, les frelons et nous. On verra qui sait faire, avec un suc si doux, des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir, et la guêpe adjugea le miel à leur partie. Plût à Dieu qu'on réglât ainsi tous les procès, que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait Dieu de code, il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs. On fait tant, à la fin, que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Fin de Les frelons et les mouches à miel. Fable 21e du livre 1er des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants, que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Fin de Le chêne et le roseau, fable 22e du livre 1er des Fables de La Fontaine. Fin du livre 1 des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.